aussi loin que tout le monde puisse se souvenir, cette partie du nord-est de l'Utah a été le site d'une activité paranormale tout simplement incroyable. OVNI, Sasquatch, mutilation de bétail, manifestations psychiques, créatures qui ne sont trouvées ni dans les zones ni dans les manuels, ou encore événements de poltergeist. Vous pouvez aborder n'importe quel sujet, les habitants l'auront vu. Le professeur retraité Junioric est l'historien informel de la région pour toutes les choses étranges. Il a recensé environ 400 incidents, la plupart d'entre eux concernant la vision d'OVNI, mais selon lui, il s'est produit des milliers d'autres cas. Icke estime qu'au moins la moitié des 50 000 habitants de ce bassin ont vu des choses étranges dans le ciel, des soucoupes volantes, des véhicules en forme de cigares, des boules de lumière zigzagant, tellement d'objets variés que la police locale et la patrouille autoroutière ont arrêté depuis longtemps d'enregistrer des témoignages. Plusieurs représentants de la loi ont eux-mêmes été des témoins. Icke et des membres de sa famille ont vécu leurs propres expériences OVNI depuis toutes ces années. L'activité liée aux OVNI a réellement commencé à être intense au début des années 50, raconte Icke. Il y a eu des cas où l'école tout entière ainsi que tous les professeurs ont vu, en plein jour, des choses planer au-dessus de la ville. Dans les années 60 et 70, nous avons eu plus d'apparitions d'OVNI que n'importe où au monde. Mais la série de phénomènes inhabituels observés dans cette région ne commence pas avec les apparitions d'OVNI classiques. La tribu des Indiens Utes a vécu ici depuis bien plus longtemps que les colons blancs. Les chefs de tribu hésitent à parler à des étrangers, mais lorsqu'ils vous racontent leur histoire, vous vous apercevez que celle-ci est remplie de créatures et de visions étranges. L'histoire indienne fait référence à certains de ces êtres appelés des skinwalkers. D'autres cultures les appellent des shapeshiftés, des loups-garous, ou encore Bigfoot. Les Utes prennent cela très au sérieux, raconte Icke. Ils pensent que les skinwalkers sont des esprits puissants, qui sont ici à cause d'un sort jeté par les Navajos, des générations avant eux. Et le centre de toute cette légende est ce ranch. Les Utes disent que le ranch est le chemin du Skywalker. Il est strictement interdit aux membres de la tribu de mettre les pieds dans la propriété. C'est ainsi depuis très longtemps. Le ranch en question a une étendue de 480 acres, riche en pâtures bien irriguées, et quelques parcelles très fournies en cotonniers. Il est divisé en 3 sections, chaque section étant une ancienne ferme. Sur l'un des côtés, on trouve d'épaisses broussailles et une petite rivière. Sur l'autre côté, on trouve une crête rocailleuse et pittoresque. Selon Icke, les Utes l'appellent la crête des Skinwalkers. Le seul accès permettant d'entrer ou de sortir du ranch est un long chemin de terre. Lorsque le propriétaire du ranch Tom Gorman, pseudonyme, acheta l'endroit en 1994, celui-ci avait été inhabité durant 7 ou 8 années. Gorman, sa femme et leurs 2 enfants avaient été intrigués par la quantité de verrous qui ornaient les portes et les fenêtres de la maison principale. Il y avait des verrous bloqués des 2 côtés des portes. Même les meubles de la cuisine étaient équipés de verrous. Et aux 2 extrémités de la maison, on avait installé des poteaux en fer ainsi que de lourdes chaînes. Gorman supposa que les précédents occupants avaient placé de gros chiens de garde à l'entrée et à l'arrière de la maison. En revanche, il en ignorait la raison. Le loup à l'épreuve des balles le jour où les Gorman ont emménagé dans leur propriété, ils eurent un premier aperçu des événements qui allaient suivre. Ils aperçurent un loup particulièrement énorme dans les prés. Le loup marchait avec précaution à travers le champ, et à la surprise de tous, s'avança jusqu'à la famille, comme l'aurait fait un animal familier. Il pleuvait ce jour-là, et tous les membres de la famille qui se mirent à caresser le loup, se souviennent que le loup sentait le chien mouillé. Après quelques minutes, le loup s'avança vers le corral, et saisit un veau par le museau, essayant de le tirer à travers les barrières. Gorman et son père commencèrent à frapper le dos du loup avec des bâtons, mais ils ne voulaient pas lâcher le veau. Gorman saisit rapidement un 357 Magnum de son fourgon, et tira sur le loup à bout portant. Le coup n'eut aucun effet. Gorman tira une autre balle sur le loup, qui lâcha alors le veau mais se tint debout regardant la famille, comme si rien ne s'était produit. Gorman lui tira dessus 2 fois de plus avec le puissant pistolet. Le gros animal recula un peu mais ne donna aucun signe de détresse, et aucune trace de sang n'apparut. Le fermier, perplexe, rapporta un fusil de chasse et tira encore sur le loup, une fois de plus à bout portant. Gorman n'est pas seulement un tireur d'élite, mais aussi un chasseur de grands fauves très réputé. 5 balles auraient dû suffire pour abattre un élan, donc encore plus pour abattre un loup. Les 5 tirs ont détaché un gros morceau de poil et de chair du loup, mais cela ne semblait même pas l'avoir perturbé. Après un 6e tir, le loup traversa négligemment le champ pour pénétrer dans un forêt boueux. Gorman et son père traquèrent la bête durant environ 1 mille, en suivant ses empreintes dans la boue, mais les empreintes s'arrêtèrent tout d'un coup, comme si le loup avait tout simplement disparu dans les airs.
De retour près du corral, Gormand examina le morceau de chair du loup, et déclara qu'il ressemblait et sentait comme de la viande rôtie. Il enquêta parmi leurs voisins, mais personne ne semblait connaître quoi que ce soit au sujet d'un énorme loup apprivoisé dans les environs. Quelques semaines plus tard, Mrs Gormand qui se trouvait en voiture, rencontra un loup qui était si grand que son dos atteignait le haut de la vitre de sa voiture. Le loup était accompagné par un animal qui ressemblait à un chien, mais qu'elle ne put identifier. Durant les 2 années qui suivirent, les membres de la famille et les voisins racontèrent avoir vu une grande quantité d'animaux étranges. Alors qu'ils conduisaient dans le ranch par un après-midi clair, Gormand et sa femme virent quelque chose qui attaquait leurs chevaux. Ils le décrivirent comme bas, très musclé, pesant peut-être 200 lbs, avec des poils rouges, bouclés et une queue épaisse. Cela ressemblait à quelque chose, comme une hyène musclée et semblait griffer leur cheval, comme si elle jouait avec lui. Gormand arriva à 40 pieds de l'animal mais dit qu'il disparut littéralement devant ses yeux. PFFT évanoui. Ils regardèrent le cheval et trouvèrent de nombreuses marques de griffes sur ses jambes. Quelques mois plus tard, la femme d'un shérif raconta avoir vu une bête semblable, de couleur rouge courant à travers la propriété. Un autre visiteur au ranch fit une rencontre encore plus inquiétante, alors qu'il était au milieu de la ferme, à l'endroit même où j'étais assis à faire l'appât. Le visiteur, tout comme Gormand et son fils, dirent avoir vu quelque chose de grand et flou se déplaçant à travers les arbres. Le visiteur était en train de méditer lorsque cette chose apparut. Elle se déplaça rapidement des arbres jusqu'au pré, parcourant 300 pieds en quelques secondes, et lorsqu'elle eut atteint l'homme, elle poussa un hurlement féroce, tel qu'elle a sûrement dû se faire entendre à des centaines de yards autour. Mais ce n'était pas un ours. Selon les Gormand, cette chose était presque invisible, ressemblant à l'être camouflé dans le film Le Prédateur. Le visiteur a été tellement effrayé, qu'il se précipita vers les Gormand et ne voulut plus les quitter. Il quitta le ranch et ne revint jamais. D'autres créatures et d'autres êtres ont également été vus, y compris des oiseaux exotiques et multicolores, qui n'étaient certainement pas originaires de la région, et qui n'ont pas pu être identifiés. Plusieurs rencontres se sont également produites avec des bêtes noires, hautes de 9 pieds qui ressemblaient à des Bigfoot ou à des Sasquatch. D'autres détails sur ces incidents suivent plus loin. Comme si ces expériences visuelles ne suffisaient pas, la famille déclara que d'autres de leurs sens étaient aussi mis à l'épreuve par divers événements étranges. Ils étaient souvent dérangés par de fortes odeurs de musc. La nuit tombée, les pâturages s'illuminaient comme un stade de football de manière totalement inexpliquée. Ils disent également avoir vu des rayons de lumière qui semblaient émaner du sol. Ils, ainsi que d'autres, disent avoir entendu fonctionner de lourdes machines sous la terre. Et ils ont entendu des voix. Tom, son fils et son neveu se rappellent avoir entendu une bruyante conversation de désincarnés dans un langage inintelligible. Les voix mâles désincarnées s'exprimaient, au dire des témoins, d'un ton moqueur et donnaient l'impression de venir de 20 pieds, ou plus au-dessus de leur tête, mais ils ne voyaient rien. Les chiens qui les accompagnaient, grognaient et aboyaient contre les voix, puis s'enfuirent en état de panique. Il s'est aussi produit des manifestations physiques, qui ne sont pas faciles à expliquer. Alors qu'il contrôlait son troupeau dans la 3e ferme, Gormand remarqua que quelqu'un avait creusé dans ses pâturages. Des centaines de livres de terre avaient été enlevés du sol. Les rebords du trou semblaient de parfaits cercles concentriques, comme si quelqu'un avait laissé tomber un énorme moule à biscuits sur le pré. On trouvait également plusieurs petites marques laissées par des coups de pelle. Les Gormand ont également témoigné de phénomènes similaires aux ronds dans les blés. Une formation trouvée dans leur pâturage consistait en 3 cercles d'herbe aplatis. Chaque cercle avait approximativement 8 pieds de diamètre, et ils étaient arrangés selon un schéma triangulaire, tous les cercles étant éloignés les uns des autres d'environ 30 pieds. Il faut garder à l'esprit ici qu'il y a une seule route menant au ranch. Toute personne entrant ou sortant du ranch serait certainement remarquée par les Gormand ou leurs voisins. OVNI et autres bizarreries aériennes. Au printemps 1995, les Gormand commencèrent à voir des choses étranges dans le ciel. Alors qu'ils étaient en train de faire le tour de leur ferme, Gormand et son neveu remarquèrent quelque chose qui leur semblait être un véhicule de loisirs garé sur la propriété. Ils se rapprochèrent, pensant que le conducteur pouvait avoir eu des problèmes mécaniques. Pendant qu'ils s'approchaient, le véhicule commença à s'éloigner en silence. Ils continuèrent de s'approcher, le véhicule continua à s'éloigner. Ils enjambèrent alors une clôture pour mieux le voir, et réalisèrent qu'il ne s'agissait pas d'une Winnebago. Le véhicule s'éleva au-dessus du sommet des arbres et prit lentement son essor, en ne faisant aucun bruit lors de son départ. Il ne s'agissait certainement pas d'un hélicoptère. Les témoins le voyaient nettement, et disent que l'objet avait les formes d'un réfrigérateur, avec une simple lumière sur le devant et une lumière rouge à l'arrière.
Il n'a pas fallu longtemps avant que tout le monde dans la famille n'ait l'occasion de voir des objets aériens étranges. Madame Gormand raconte que quelque chose, qui ressemblait à un avion furtif, mais entouré de lumière clignotante en forme de disque, planait à environ 20 pieds au-dessus de son véhicule avant de s'éclipser. Chaque membre de la famille a eu des apparitions répétées d'un nuage qui planait généralement au-dessus de la propriété. Le nuage avait la particularité d'avoir, comme des lumières clignotantes d'arbres de Noël ou des mini-explosions, silencieuses à l'intérieur. Parmi les autres véhicules spatiaux vus par les Gormand, leurs voisins ainsi que d'autres témoins, on peut citer les classiques objets volants non identifiés, des sombres aérovolants, des traits de lumière similaires à des bulbes de lumière fluorescentes, et un véhicule en forme de cigare, et qui avait une longueur équivalente à plusieurs terrains de football. D'une manière générale, les objets les plus communs qu'ils avaient eu la possibilité d'observer, étaient des sphères volantes de taille et couleurs différentes. En 1995 et 1996, les Gormand et d'autres personnes ont rapporté 12 incidents indépendants dans lesquels ils ont vu de larges cercles orange volant au-dessus des arbres de la ferme principale. Tom Gormand déclare que, parfois, des orifices se formaient dans les sphères oranges, et que d'autres sphères plus petites en sortaient. Un fermier voisin raconta à ce reporter ses propres rencontres avec ce qu'il appela un ballon de basket orangé flottant. Au début de l'année 1996, les apparitions de sphères bleues dans le ranch étaient presque devenues chose courante. On estimait que ces globes avaient la taille d'une balle de softball, faite de verre et remplie de liquide bleu bouillonnant, et qui semblait tourner à l'intérieur. M et Madame Gormand disent qu'en avril 1996, ils observèrent une de ces sphères bleues tournant sans arrêt autour de la tête d'un de leurs chevaux. Le cheval était illuminé par une intense lumière bleue, et il y avait comme un son d'électricité statique dans l'air. La sphère semblait contrôlée de manière intelligente. Lorsque Gormand s'approcha du cheval muni d'une torche, la sphère s'éloigna rapidement, manœuvrant à travers 3 branches avec vitesse et dextérité. Les Gormand disent que les sphères bleues semblaient générer divers effets psychologiques sur la famille. À chaque fois que les sphères bleues apparaissaient, les membres de la famille sentaient des ondes de peur tout autour d'eux, beaucoup plus qu'en temps normal. Ce fut l'apparition d'une sphère bleue en particulier, qui finit par convaincre les Gormand de vendre le ranch. Un soir de mai 1996, Gormand était dehors avec 3 de ses chiens, lorsqu'il remarqua une sphère bleue planant autour des champs, près de la maison du ranch. Gormand lança ses chiens après la balle. Les chiens poursuivirent et cherchèrent à attraper la sphère, mais celle-ci manœuvra et s'esquiva de telle manière qu'elle resta hors d'atteinte de leur mâchoire. La balle entraîna les chiens à travers les prés dans une épaisse broussaille qui bordait les champs. Gormand dit qu'il entendit les chiens émettre 3 terribles jappements, puis qu'ils se turent. Lorsqu'il les appela, ils ne répondirent pas. Le lendemain matin, Gormand partit à la recherche des chiens. Ce qu'il trouva fut 3 espaces ronds d'herbes sèches et craquantes. Dans le milieu de chaque cercle, on trouvait une bosse noire et graisseuse. Gormand supposa que ces chiens avaient été incinérés par quelque chose. Une chose est sûre, les chiens ne revinrent jamais. La disparition de leurs chiens poussait les Gormand à envisager de partir. Mutilation et autres mystères relatifs aux animaux. Gormand n'était pas un de ces fermiers rustres tentant de fuir. Il était allé au collège et avait une formation poussée dans l'élevage de bétail. Il était considéré comme un expert dans l'insémination artificielle, et avait bâti des plans pour mettre en place dans ce ranch pittoresque, un élevage de bétail hybride, à la pointe de la technologie. Son troupeau qui comprenait entre 60 et 80 têtes, était constitué des meilleures et plus valeureuses génisses ainsi que de 4 taureaux de 2000 livres. Pourtant, à partir du jour où il installa son troupeau dans le ranch, ses espoirs et ses animaux semblèrent littéralement assaillis. Les balles de lumière qui étaient si souvent remarquées dans la propriété, semblaient prendre un intérêt particulier aux bovins, et étaient souvent vues bourdonnant autour de la tête des animaux. Parfois, le bovin réagissait violemment, le troupeau se séparait soudainement, comme si une force invisible s'incrustait dans le milieu du troupeau. Mais la situation s'aggrava rapidement. Bien que les Gormand surveillent leur troupeau de près, un événement fut annonciateur de quelque chose de terrible. On trouva une vache morte dans un champ. Un trou d'une étrange précision avait été pratiqué dans l'un de ses yeux. Il n'y avait aucune trace de sang, et Gormand se demanda ce qui avait pu faire une chose pareille. Il remarqua une forte odeur de musc autour de la carcasse, un parfum qu'il allait apprendre à bien connaître. D'autres bovins ont été dépecés, comme avec des ciseaux accrantés. Des mutilations de bovins ont été enregistrées à travers l'Amérique du Nord depuis plusieurs décennies. Dans les cas typiques, les oreilles, les yeux, les mamelles et les organes sexuels sont prélevés avec une précision chirurgicale. Les animaux de Gormand ont subi tous ces prélèvements à la fois.
En tant que chasseur et fermier expérimenté, Gormand était plus que familier avec les capacités des prédateurs qu'on trouvait dans la nature. Ceci n'avait pas été fait par des coyotes ou des lions des montagnes. Le massacre était trop net. D'autres de ces animaux ont également souffert. Son cheval favori eut ses jambes tailladées, comme avec des instruments tranchants ou des pinces, l'odeur de musc était encore présente dans l'air, lorsqu'il découvrit le cheval blessé. Ses chiens semblaient atteints de paranoïa. Ils passaient des jours entiers dans leur niche, trop effrayés pour en sortir même pour aller manger. 6 des chats de la famille ont disparu en une seule nuit. Rapidement, le bétail commença à disparaître complètement. Un des animaux disparut au beau milieu d'un pré couvert de neige. Gormand repéra les empreintes des sabots menant jusqu'au milieu du champ, mais les marques s'arrêtèrent brutalement, comme si l'animal avait été enlevé à partir du ciel. Une vache de 1200 poules laisse des traces dans la neige, se dit alors Gormand, alors qu'est-ce qui a bien pu arriver à celle-ci? En tout, 14 des animaux primés de Gormand soit ont été dépecés, soit ont disparu. Par exemple, une vache a été trouvée mutilée seulement 5 minutes, après que le fils de Gormand l'ait contrôlée. Quelque chose avait réalisé un trou de 6 inches de large et 18 pouces, 6 de profondeur dans le rectum de l'animal. La section centrale du trou atteignait la cavité du corps de la vache, mais il n'y avait de sang ni sur la vache ni sur le sol recouvert de neige. La perte de 14 animaux appris et élevés dans un troupeau de 80 têtes est un cas extrême qui dépasse largement tous les standards. Il y eut également d'autres pertes, mais cette fois avec des causes tout à fait explicables. Cela signifiait concrètement que Gormand était proche de la faillite. Un après-midi d'avril, Gormand et sa femme firent un saut rapide en ville pour faire quelques courses. Alors qu'ils passaient devant le corral dans lequel se trouvaient leurs 4 taureaux, ils se firent tous les deux la réflexion qu'ils seraient réellement dans une situation très difficile si quelque chose arrivait à l'un de leurs taureaux. Lorsqu'ils furent de retour au ranch, moins d'une heure plus tard, les 4 taureaux avaient disparu. Les Gormands se lancèrent alors dans une recherche effrénée pour retrouver les monstres manquants, mais ils ne purent trouver aucune trace. En dernier ressort, Gormand décida de jeter un œil dans une remorque métallique qui était située à l'intérieur du corral. Il pensait hautement improbable que les taureaux puissent se trouver à l'intérieur, parce que, du corral, il y avait une seule porte pour entrer dans la remorque, et celle-ci était protégée par d'énormes chaînes de métal, qui étaient visiblement encore à leur place. Ce fut un choc pour Gormand de voir que ces 4 taureaux étaient à l'intérieur de la remorque, serrés comme d'énormes sardines dans cet espace réduit, entassés les uns contre les autres et contre les côtés de la remorque. Lorsqu'il cria à sa femme qu'il les avait trouvés, les taureaux donnèrent l'impression de revenir comme d'un état de sommeil, commencèrent à donner des coups de pied pour sortir de l'enfer de la remorque et des autres animaux. Je ne vois tout simplement aucun moyen possible permettant à quelqu'un d'attirer 4 taureaux dans cette remorque, dit Colm Kelly, un microbiologiste qui allait apprendre à bien connaître les Gormands. Ce serait déjà difficile d'en faire entrer un seul d'entre eux dans la remorque, mais tous les 4? Virtuellement impossible. La seule entrée menant du corral dans la remorque était encore fermée avec des chaînes de sécurité. Et il y avait des toiles d'araignée à l'intérieur de la porte, prouvant que celle-ci n'avait pas été ouverte. C'est presque comme si quelqu'un avait entendu l'inquiétude des fermiers au sujet de leurs taureaux, et aurait alors décidé de leur faire peur. Le nid allait en 1996, Kelly ne le réalisait pas encore, mais le ranch des Gormands était sur le point de devenir son deuxième domicile. Kelly est l'administrateur adjoint du NI, le National Institute for Discovery Science, une association de recherche basée à Las Vegas. L'intérêt que Bigelow portait depuis longtemps aux phénomènes paranormaux, que ce soit les ovnis, les mutilations d'animaux ou la conscience humaine, l'a amené à rassembler une impressionnante équipe de physiciens, ingénieurs, psychologues et d'autres professionnels ayant un niveau d'études doctorales uniquement, dans le but d'étudier des sujets qui sont largement ignorés par la science conventionnelle. Au milieu de l'année 1996, les Gormands étaient au bord de l'asphyxie. Ceux qui connaissent Tom Gormand disent qu'il s'en voulait de cette suite d'événements étranges, qui avait ruiné son projet de ferme. Il ne voulait pas abandonner, mais se sentait maudit et était prêt à partir dans l'intérêt de sa famille. Alors que cela ne lui ressemblait pas du tout, il raconta en partie son histoire à un journaliste. Un journaliste reconnu de Salt Lake City en entendit parler, vint au ranch et discuta avec la famille. Des photos furent prises, et une agence de presse enregistra l'histoire. C'est ainsi que Bob Bigelow obtint les premières informations relatives au ranch. Bigelow et son équipe s'envolèrent pour l'Utah, et se présentèrent eux-mêmes aux Gormands. Les membres du NI vérifièrent l'histoire, interrogèrent les voisins et évaluèrent l'histoire apparemment incroyable des Gormands. Bigelow proposa immédiatement d'acheter le ranch avec l'idée d'en faire un laboratoire de recherche interactive dans le domaine du paranormal, une sorte d'expérience en continu,
qui devait apporter des éclaircissements sur des questions qui avaient été abordées de manière sceptique par les scientifiques. Étonnamment, il persuada les gourmands de rester au ranch en tant que gardiens. À ce moment-là, la famille était un véritable naufrage. Les ovnis, les balles de lumière, les mutilations de bétail, les disparitions d'animaux, les apparitions de Bigfoot et les légendes de Skinwalker étaient déjà difficiles, mais il avait également subi des séries continues d'événements les touchant personnellement. Des choses se produisaient à l'intérieur de leur maison au point de rendre une vie normale impossible. Ils ont vu des apparitions dans leur maison, des lumières aveuglantes, des créatures noires scrutant à travers les fenêtres. Les meubles, les outils et les objets de tous les jours étaient déplacés, disparaissaient ou réapparaissaient à des endroits totalement inhabituels. Personne ne pouvait dormir. Lorsqu'ils arrivaient à dormir quelques heures, ils étaient harcelés par de violents cauchemars, découvrant souvent plus tard que plusieurs membres de la famille avaient fait des rêves identiques. Les deux enfants, étudiants brillants avant d'arriver au ranch, virent leur niveau scolaire chuter. Madame Gormand perdit son travail à la banque locale à cause de ses absences répétées, et de ses inquiétantes histoires à dormir debout. Espérant que le nombre leur apporterait la sécurité, les Gormand dormaient toutes les nuits sur le sol devant la porte de leur chambre. Les gens du nid ont offert un support moral, émotionnel et financier aux Gormand. De plus, ils avaient un plan. Le ranch offrait, semble-t-il, une opportunité unique de légitimer des études sur toute une série d'activités paranormales. Ils s'efforcèrent de fermer le ranch, de l'équiper avec des équipements de surveillance de haute technologie, firent venir du personnel formé, présent 24 heures sur 24, et observèrent ce qui s'y passait. Certains habitants se demandaient de manière sarcastique ce que les profiteurs de la Vegas avaient réellement en tête. La possibilité d'une espèce d'arnaque était souvent évoquée. Les partisans des ovnis se plaignaient que Bob Bigelow était un homme de l'ombre qui pouvait avoir des liens avec la CIA et qu'il était là pour, d'une manière ou d'une autre, s'accaparer le marché des. Ils réclamèrent que, quoi qu'il se produise dans le ranch, soit immédiatement soumis à leur évaluation. Et les détracteurs du paranormal prédirent que l'équipe du nid reviendrait les mains vides, parce que les événements inexpliqués s'expliquent à partir du moment où une observation stricte est mise en place. Il s'est avéré par la suite que les trois groupes étaient dans l'erreur. Le nid a bien fermé le ranch aux observateurs externes, mais absolument pas dans l'idée de gagner de l'argent. De même que ni la CIA ou toute autre agence gouvernementale n'ont eu la moindre entrée ou accès aux événements qui se sont produits sous l'observation du nid. Et les événements eux-mêmes n'ont pas cessé, ou ne se sont pas évaporés. Pendant les 8 dernières années, les événements du ranch ont été sous surveillance constante. Les témoins, y compris des scientifiques de haut niveau, ainsi que des représentants de la loi, ont documenté une série d'activités inhabituelles, à en confondre l'imagination. Mais il y a eu un blackout quasi total concernant les informations disponibles sur le site. En accord avec Bigelow, ce reporter était autorisé à avoir le premier accès au ranch, aux scientifiques et aux hommes de loi qui l'ont étudié. Les interviews ont été réalisées avec le personnel du ranch, mais aussi avec les membres de la communauté qui avaient témoigné d'événements inhabituels. Et plusieurs nuits ont été passées dehors sur le ranch lui-même, attendant des lumières étranges ou d'autres manifestations. De tous ceux qui ont mené cette étude, personne ne peut dire ce qui se passe réellement ici. Les chercheurs du nid n'affirment rien sur les fantômes ou encore les Skinwalker. Ils collectent simplement des données, et essaient de leur trouver un sens. Ce qui se passe là, comme des centaines de témoins ont pu en témoigner depuis des décennies, rassemble des phénomènes d'ovnis, d'étranges boules de lumière, de mutilations voire de disparitions d'animaux, de phénomènes de poltergeist, d'apparitions de créatures ressemblant à Bigfoot, ou d'autres animaux non identifiés, d'effets physiques sur les plantes, la terre, les animaux et les humains, sans oublier une vaste série d'incidents restés inexpliqués. Tout a commencé avec une faible lumière blanche surgie de nulle part, et apparaissant dans la pénombre de la ferme centrale du ranch des Gormand. Tom Gormand l'a parfaitement vu, tout comme le chercheur Chad Etkan. C'était le 28 août 1997, vers 2 heures du matin, Gormand et Deetk étaient dehors dans les prés, essayant de recueillir des informations sur les phénomènes inhabituels de la propriété. Les deux hommes gardaient les yeux fixés sur la lumière qui devenait de plus en plus brillante. C'était comme si quelqu'un avait ouvert une fenêtre ou une porte. Afin de mieux voir, Gormand attrapa ses binoculaires de vision nocturne, mais put difficilement croire ce qu'il voyait. La faible lumière se mit à ressembler alors à un portail brillant, et à une extrémité de ce portail, un grand humanoïde noir se démena pour ramper à travers le tunnel de lumière. Après quelques minutes, la créature humanoïde se faufila hors de la lumière, et disparut dans la pénombre. À ce moment-là, la fenêtre de lumière se referma dans un grand bruit, comme si quelqu'un avait appuyé sur le bouton off.
des Headcans eut la présence d'esprit de prendre quelques photos de l'événement, mais devait découvrir par la suite que les clichés ne montraient que peu de choses comparées à ce dont les deux hommes avaient été témoins. Tom Gorman, sa femme, ses deux enfants adolescents et plusieurs autres membres de sa famille, étaient déjà accoutumés aux phénomènes étranges qui se produisaient dans le ranch. Ils avaient vu de nombreux vaisseaux ressemblant à des ovnis, de même que des balles de lumière, qui semblaient être sous le contrôle d'une intelligence. Leurs voisins les avaient également vus. Depuis les années 50, les habitants de ce bassin ont rapporté des phénomènes similaires. Les Amérindiens disent que ces apparitions remontent même encore plus loin. Mais les bizarreries aériennes n'étaient pas, loin de là, les événements les plus étranges qui se produisaient dans le ranch et ses alentours. Durant les 2 années qu'il a passées dans sa propriété, Tom Gorman a perdu 14 vaches de son troupeau hybride. Des animaux ont tout simplement disparu, comme si quelque chose les avait aspirés du ciel. D'autres ont été dépecés avec une précision chirurgicale. Des membres de la famille, de même que des voisins ont également vu des créatures ressemblant à Bigfoot, à des loups énormes, à des animaux et des oiseaux, que personne ne pouvait identifier. Leurs chevaux ont été attaqués, leurs chiens incinérés, leurs chats enlevés. Presque quotidiennement, les Gorman eux-mêmes étaient perturbés par des incidents domestiques qui, pris séparément, ne voulaient pas forcément dire grand-chose mais qui, lorsqu'ils étaient rassemblés, étaient difficiles à ignorer. D'elles-mêmes semble-t-il, les fenêtres et les portes de leur maison éclataient en s'ouvrant ou claquaient en se fermant. Lorsque Madame Gorman se douchait, elle constatait fréquemment en sortant de la baignoire que ses effets personnels et sa serviette avaient été enlevés de la salle de bain, alors que celle-ci était pourtant restée fermée à clé. Une fois, elle rentra de la ville avec un grand filet à provisions rempli de produits d'épicerie. Elle rangea soigneusement les provisions dans différents placards, alla quelques minutes dans une autre pièce, et revint pour découvrir que toutes les courses avaient été replacées sur la table de la cuisine. Les vêtements, les outils et les appareils semblaient animés d'une propre vie. Mais cela n'avait rien à voir avec le coût des chaussettes qui disparaissent au lave-linge. Par exemple, le fils de Gorman s'évertua à empiler méticuleusement une tonne de billots de bois sur le côté sud d'une ligne d'arbres située dans le milieu de la ferme. Il fit une pause d'une trentaine de minutes pour se rafraîchir, et retourna travailler pour découvrir que la tonne de bois avait été déplacée de 100 yards vers le côté nord de la ligne d'arbres. Les outils disparaissaient souvent, pour réapparaître ensuite à la propriété. Dans un cas, une grosse machine servant à installer les poteaux s'est littéralement volatilisée. Elle fut finalement retrouvée, plusieurs jours plus tard, dans les branches supérieures d'un cotonnier. Il aurait fallu une grue pour la placer à cet endroit. Un sentiment de malaise grandit au sein de la famille à force de se sentir en permanence observé, mais personne n'avait idée de ce qui ou quoi les observait. Le ranch des Gorman présentait une opportunité unique pour le nid d'étudier un riche éventail d'événements étranges. C'était comme si quelqu'un avait commandé la pizza de l'étrange avec tous les ingrédients imaginables. Des ovnis et Sasquatch, des balles de lumière et des mutilations de bétail, des poltergeists et des ronds dans les blés, des manifestations psychiques et des légendes amérindiennes, le ranch semblait être une place unique au monde. Le personnel du nid savait qu'il devait être prudent, mais il savait également qu'il ne pourrait aisément réfuter les récits donnés par les gens des environs. Nous n'avions aucune idée préconçue sur ce qui se passait, mais nous avions décidé d'utiliser une approche de type ouverte pour recueillir les informations, dit un des membres seniors de l'équipe du nid. Nous avions beaucoup de réserves à l'égard des légendes des skinwalkers, des apparitions de Bigfoot, toutes ces choses que la famille prétendait avoir vues, mais nous avons décidé de rassembler toutes les données que nous pourrions obtenir, sans en rejeter une complètement, en pensant que nous les évaluerions plus tard. L'équipe du nid installa son camp de travail. Ils installèrent un poste de commande, mirent en place des instruments vidéo, et d'autres équipements de surveillance autour du ranch, construisirent de nouvelles clôtures autour du périmètre de la propriété de manière à garantir un meilleur contrôle de l'accès au site, construisirent des postes d'observation dans les prés, et firent venir à la propriété des observateurs expérimentés. Ces efforts constituèrent la surveillance la plus intense, et la plus minutieuse jamais entreprise auparavant sur les ovnis. Les chercheurs en ufologie ont été très en colère d'être exclus de cette étude. Ils lancèrent des rumeurs selon lesquelles Bigelow travaillait pour la CIA, que lui et le nid étaient déjà en contact avec des ET, et que, quelles que soient les informations glanées dans le ranch, elles seraient probablement enfermées à clé dans les voûtes sombres du Pentagone. La critique constante poussa Bigelow, bien qu'il déteste la publicité, à accorder une seule entrevue. Il déclara à un journal de l'Utah que le nid n'était en communication ni avec les extraterrestres ni avec les lézardiens. Il demanda, sans doute en vain, qu'on lui accorde un laps de temps raisonnable, sans aucun dérangement extérieur, afin de pouvoir entreprendre une étude justifiée. Nous en savons tellement peu sur tout le champ des phénomènes observés,
que ce serait très embarrassant d'en tirer dès à présent la moindre conclusion, déclara Bigelow. Il reconnut néanmoins que l'activité du ranch semblait sélective dans sa manière de s'afficher devant des personnes précises, alléguant qu'une ambiance de fête où les gens seraient assis tout autour du ranch, grillant des hot dogs en attendant les soucoupes volantes, ne permettrait pas de conduire une étude scientifique. C'est sans surprise que cet appel au bon sens tomba dans les oreilles de sourds parmi les fidèles aux ovnis. Ils furent tellement occupés à exprimer leur outrage de se voir interdire l'accès à la propriété privée, qu'ils manquèrent les principales informations divulguées par Bigelow au cours de cette entrevue. Une intelligence de précognition. Contrairement à certaines prédictions, les étranges phénomènes du ranch ne se sont pas arrêtés à partir du moment où celui-ci a fait l'objet d'un examen scientifique minutieux. Non seulement, les activités ont-elles continué, mais elles devinrent même de plus en plus difficiles à comprendre. Le personnel du NI a pu observer les mêmes balles de lumière, ainsi que les vaisseaux ressemblant aux ovnis, que les Gormans avaient précédemment vus. Mais leurs tentatives pour photographier ou faire des enregistrements vidéo des apparitions se révélèrent totalement vaines. Les membres de l'équipe accompagnés par Gorman et des représentants de la loi en retraite, employés pour l'étude, constatèrent souvent des phénomènes aériens anormaux soit de leurs propres yeux, soit avec leurs binoculaires et leur équipement de vision nocturne. Hormis quelques exceptions cependant, les images n'ont, de manière inexplicable, jamais pu être enregistrées sur photo ou vidéo. Un rapport confidentiel rédigé à l'intention des membres du comité du NI et obtenu par ce reporter, documente des douzaines de rencontres entre le personnel du NI, les Gormans et d'autres témoins. Après plusieurs mois de surveillance 24 heures sur 24, un schéma invraisemblable commença à émerger. Les phénomènes, quel que soit ce qu'ils représentent, semblaient capables d'anticiper les mouvements des scientifiques. S'ils plaçaient des caméras supplémentaires, ou du personnel dans les champs situés au sud, l'activité surgissait dans les prés situés vers le nord. S'ils concentraient leurs observations dans la ferme centrale, l'activité se déplaçait vers la crête qui dominait le ranch. Les sceptiques pourraient suggérer qu'une telle explication pour justifier d'un manque de preuves photographiques soit trop aisée. Mais quelque chose se produisit le 19 juillet 1998, apportant des lumières supplémentaires sur le défi auquel l'équipe de recherche devait faire face. Tôt après être arrivé au ranch, le NI avait installé 3 poteaux téléphoniques dans l'un des prés. En haut de chacun de ces poteaux, un équipement sensoriel sophistiqué, comprenant de multiples vidéocaméras, fut mis en place. Les caméras avaient une vision complète de cette partie du ranch, et étaient branchées à des enregistreurs vidéo situés au poste de commande. Exactement 20h30, les 3 caméras du poteau téléphonique, le plus à l'ouest furent soudainement mises hors service. Lorsque les membres de l'équipe du NI allèrent constater le problème, ils s'aperçurent que quelque chose avait déchiqueté leur équipement électronique. Les faisceaux avaient été arrachés des caméras avec une force considérable. Les appliques en plastique étaient cassées en deux. D'épaisses couches de ruban enroulées, utilisées pour sécuriser les équipements, avaient été arrachées. Il manquait un morceau de câble TV d'environ 1 pied de long. L'analyse du câble restant révéla qu'il avait été tranché net avec un couteau. En proie à une forte agitation, les membres de l'équipe retournèrent au centre de commande, en se disant que le poteau téléphonique, qui avait subi ces attaques, était entièrement dans le champ cible des caméras mises en place en haut du second poteau, situé à environ 200 pieds de là. L'hypothèse consistait alors à dire que quoi que ce soit qui ait arraché l'intérieur de la première caméra, on devait pouvoir visualiser l'événement sur la vidéo enregistrée par la seconde. Mais lorsqu'ils déroulèrent la bande, ils ne virent rien du tout. Au moment précis où l'enveloppe de la première caméra était saccagée, rien de visible n'apparaissait nulle part près du second poteau téléphonique. Cet incident était un schématique des événements à suivre. Je m'habituais à cette situation, dit Cole. John Alexander, un officier des renseignements de l'armée en retraite, mais qui travaille encore sur des projets classés avec le laboratoire national de Los Alamos, et demeure conseiller auprès de l'OTAN. C'est ce que j'appelle une intelligence précognitive sentiente. Il est certain qu'elle semble douée d'intelligence, et elle semblait savoir ce que nous allions faire avant même que nous ne l'ayons fait. Alexander est un ancien conseiller du NI qui a fait le voyage jusqu'au ranch pour constater de lui-même ce qui s'y passait. En tant que scientifique et militaire initié, il n'était pas prêt à sauter trop rapidement à des conclusions sur la nature de ce qui se passait ici. Mais il suspecte, après avoir exploré la propriété, et lu les rapports des témoins, qu'il y a là une intelligence derrière les phénomènes étranges, et qu'elle semble jouer une sorte de jeu avec ceux qui essaient de l'observer. Un autre membre du NI en est arrivé à une conclusion semblable. Il est diplômé d'un doctorat en physique, il a à son actif une longue liste d'articles, portant sur des concepts scientifiques non conventionnels, validés par des comités de lecture, ainsi qu'une longue expérience avec d'importants comités d'experts et des programmes militaires classés.
Il demanda à ce que son nom ne soit pas divulgué par crainte de ne jamais plus se voir confier de mission scientifique, si son implication dans le ranch était rendue publique. C'est une histoire très compliquée. Rien n'est bien défini. Ce n'est pas si simple de dire qu'il s'agit d'intervention des ou bien de soucoupes volantes, disent les scientifiques. C'est une sorte de conscience, mais c'est quelque chose qui est en permanence nouveau et différent, quelque chose de non répétable. Cela réagit aux personnes et aux équipements. Nous avions installé le ranch, pour qu'il soit un lieu de travail, s'appuyant sur des méthodes scientifiques, mais la science ne semble pas être en mesure d'apporter des solutions à ce genre de problème. Glace et dinosaures. Comme pour renforcer ce dernier point, les phénomènes dans le ranch semblaient être en constante évolution. Un des incidents les plus récents se produisit par un froid matin de février. Tôt le matin, le concierge de la propriété était en patrouille dans les champs. Alors qu'il venait de dépasser un trou d'eau, il remarqua une marque circulaire étrange, qui s'était formée durant la nuit sur la mince couche de glace. Quelque chose avait gravé un cercle parfait dans la glace. Le cercle faisait un peu moins de 6 pieds de diamètre, et semblait étrangement rappeler les formations de ronds dans les blés vus dans les champs de blé britanniques. L'entaille était creuse d'environ un quart de pouce dans la glace, et la glace elle-même était épaisse d'environ un autre quart de pouce. Surgit alors ici la question, comment cela a-t-il pu être fait? Quelqu'un qui se serait tenu debout, sur la rive bouleuse, aurait laissé des empreintes. Les seules empreintes étaient celles des vaches. La glace elle-même était tellement mince, qu'elle n'aurait supporté aucun poids, et qu'elle aurait certainement cédé sous le poids d'une personne. Quelqu'un aurait-il pu se suspendre dessus de ce morceau de glace et réussir d'une manière quelconque à dessiner un cercle parfait? Comment, et encore plus important, pourquoi? Les employés du nid, respectant les méthodes scientifiques, ont recueilli et analysé des morceaux de glace prélevés à cet endroit, ont pris des mesures des champs magnétiques et des radiations électromagnétiques, ont cherché des traces dans toute la zone, mais n'ont trouvé aucun indice. Il n'y a pas d'explication naturelle envers ce subtil événement, pour lequel aucun autre témoignage n'a été enregistré. Les employés du nid ont compilé un rapport confidentiel contenant des informations sur toutes les sortes d'incidents bizarres du ranch. Lire ce rapport vous ferait dresser les cheveux sur la tête. Et ce jour, les chercheurs ont enregistré cet incident distinct impliquant des anomalies magnétiques. Pour le dire simplement, leurs boussoles ont disjoncté sur le terrain. Les aiguilles de leurs boussoles soit tournoyaient de manière totalement incontrôlée, soit pointaient droit vers le sol. Personne n'a été en mesure de fournir une explication rationnelle. Il y eut plusieurs cas impliquant une sorte de force invisible, se déplaçant à travers le ranch et parmi les animaux. Un témoin rapporta avoir vu un déplacement d'eau dans le canal, comme si un énorme animal invisible marchait avec détermination dans l'eau. Il y avait des bruits distincts d'éclaboussures, une odeur acre et nauséabonde, qui envahissait l'air, mais on ne voyait jamais rien. Un voisin du fermier raconta le même phénomène 2 mois plus tard. Les Gormands disent qu'il y a eu plusieurs cas où l'on devinait quelque chose d'invisible, se déplaçant entre leur bétail, séparant le troupeau. Leurs voisins racontèrent la même chose. De tous les incidents étranges observés dans le ranch, celui-ci est sans doute le plus incroyable. Il s'est produit dans la nuit du 12 mars 1997. Les aboiements des chiens alertèrent l'équipe sur quelque chose en train de se cacher dans un arbre près de la maison du ranch. Tom Gorman attrapa un fusil de chasse, et se dirigeait vers l'arbre en camion. 2 membres du nid le suivirent dans un autre véhicule. En haut des branches de l'arbre, ils pouvaient deviner des énormes yeux de reptiles, de couleur jaunâtre. Ils estimèrent que la tête de cet animal devait faire environ 3 pieds de large. Et quelque chose d'autre se trouvait en bas de l'arbre. Gorman décrivit cette chose comme énorme et poilue, avec des jambes de devant extrêmement musclées, et une tête qui ressemblait à celle d'un chien. Gorman, qui est un champion de tir, tira dans la direction des 2 créatures d'une distance d'environ 40 yards. La créature sur le sol sembla disparaître. La chose dans l'arbre tomba apparemment sur le sol, puisque Gorman l'entendit chuter lourdement sur les plaques de neige présentes en dessous de l'arbre. Les 3 hommes se mirent à courir à travers les prés, écartant les broussailles, poursuivant ce qu'ils pensaient être un animal blessé, mais ils ne trouvèrent jamais cet animal, pas plus que la moindre trace de sang. Un chasseur professionnel fut amené sur les lieux pour parcourir la zone. Aucun résultat. Mais un indice avait néanmoins été laissé derrière. En bas de l'arbre, ils trouvèrent et photographièrent une empreinte étrange, ou plutôt une marque de griffe. La trace laissée dans la neige avait été faite par quelque chose de grand. Cette chose avait 3 doigts plus, ce qui leur sembla être des griffes pointues au bout. Des analyses réalisées par la suite, et des tentatives de comparaison, les conduisirent à une découverte qui fait froid dans le dos. L'empreinte prélevée au ranch ressemblait fortement à celle d'un vélociraptor, un dinosaure disparu rendu célèbre par les films Jurassic Park,
Pour le dossier, aucun membre du NI ne prétend avoir tiré sur un dinosaure. Ils ne savent pas ce que c'était. De nouveaux cas de mort de bétail. 2 jours avant l'incident rapporté ci-dessus, un nouvel animal fut découvert mutilé sur le ranch, et il s'agit là du seul cas enregistré dans le ranch, et reconnu publiquement par le NI. Gormand et sa femme passèrent un dimanche matin ensoleillé à marquer les oreilles des veaux dernièrement nés. Ils mirent une agrafe sur l'oreille d'un veau né près de la maison du ranch, et s'éloignèrent de la pâture pour une durée d'environ 45 minutes. Dans ce laps de temps, et bien que les Gormands ne furent qu'à une distance de 200 yards plus loin dans la pâture, le veau fut complètement dépecé. Les Gormands furent alertés par un hurlement de la mère du veau. Les entrailles du veau furent déposées sur le sol de manière quasi rituelle, mais toute sa chair avait littéralement disparu, laissant seulement les os et la peau. On ne trouvait aucune trace de sang sur le sol ni sur l'animal. L'équipe du NI présente sur le ranch au moment des faits, se mit rapidement à parcourir la zone à la recherche de la moindre preuve. Les restes furent envoyés à 2 laboratoires de pathologie. Les 2 pathologistes arrivèrent à la conclusion que le veau avait été dépecé à l'aide de 2 instruments distincts, le premier qui ressemblerait à une lourde machette, et le second ressemblerait à des ciseaux tranchants. Comment cela a-t-il pu être fait, en plein jour, dans un pré à ciel ouvert et au nez des fermiers, reste un mystère. Un second veau disparu ce même matin après avoir été marqué et n'a jamais été retrouvé. En tout, 12 têtes de bétail ont connu le même genre de fin, depuis que l'ONI s'est installé sur le ranch. Un rapport complet sur les incidents du veau est disponible sur le site web du NI. Alors, que se passe-t-il? Le CAPT. Keith Wolverton a passé plus de 20 ans en tant qu'enquêteur dans le département du shérif du comté de Cascade dans les Great Falls, Montana. Dans le milieu des années 70, cette zone connut une vague similaire d'apparitions d'ovnis et de mutilations de bétail, de même que des apparitions de Bigfoot, et Wolverton lui-même mena des enquêtes sur tous ces événements. J'avais demandé à mon supérieur de me laisser 6 semaines pour résoudre ce mystère, dit Wolverton. Je me retrouve 30 années plus tard, avec encore beaucoup de questions mais aucune réponse. Wolverton a écrit un livre sur son expérience dans le Montana. Il vint au ranch pour partager son expérience avec le NI, et alors qu'il y avait des similitudes entre les choses qui se sont produites près des Great Falls et dans le ranch, Wolverton déclara qu'il n'avait jamais entendu parler d'un autre endroit avec une telle concentration d'événements étranges comme le ranch des Gormands. Le microbiologiste Colm Kelly arriva à la même conclusion. Je pensais qu'en impliquant du personnel et des équipements en nombre suffisant dans l'étude de ce cas, qu'en faisant le maximum et en respectant scrupuleusement les méthodes scientifiques, nous aurions alors peut-être accès à certaines réponses, dit Kelly. Pour ces cas étranges, près de 100, nous les avons pour la plupart d'entre eux bien documentés, mais si vous essayez d'appeler cela des preuves scientifiques, on vous rira au nez. La principale raison pour laquelle le NI n'a pas souhaité rendre publiques les informations relatives au ranch, est qu'en fait on ne peut pas en dire beaucoup de choses. Pour une association scientifique, balancer beaucoup d'histoires effrayantes aurait l'effet inverse de celui escompté, en particulier s'il en résulte des hordes d'ovnis fousinant dans la propriété et interférant avec tout ce qui s'y trouve. Ne commettez pas d'erreur, l'activité du ranch semble assurément avoir une composante interactive. Elle répond aux personnes, événements et perturbations. Dans plusieurs cas, elle semble même capable d'anticiper les choses qui sont sur le point de se produire. La seule chose que les données recueillies mettent particulièrement en évidence est le niveau de non-reproductibilité, note Kelly. Il n'y a jamais eu 2 événements qui se sont reproduits de la même manière. C'est comme s'ils nous donnaient une leçon et que l'on nous guidait dans l'apprentissage. C'est la seule chose qui soit permanente ici. Qu'est-ce qui pourrait bien expliquer tout ce qui s'est produit sur le ranch? On peut concevoir que des prédateurs de la nature, des voleurs ou encore des farceurs, soient responsables d'une partie des événements, mais certainement pas de tous. Les membres du NI prennent au sérieux la possibilité que des chamans, ou des magiciens pratiquant la magie noire, aient pu mener une sorte de campagne rituelle sur le ranch. Pour défendre cette hypothèse, ils tiennent compte du fait que les Indiens de la tribu des Utes considèrent le ranch comme un lieu profane, un endroit interdit, mais cette explication ne tient plus la route à plusieurs niveaux. Les mordus d'OVNI ont suggéré que les événements du ranch avaient un lien avec les, mais le personnel du NI affirme qu'il n'y a pas la moindre preuve confortant cette hypothèse. Il existe bien la possibilité que des unités militaires inconnues soient capables de produire presque la totalité des événements qui ont été enregistrés sur la zone, peut-être en tant qu'expérience dans une guerre psychologique. Pendant longtemps Tom Gorman a été convaincu de cette hypothèse, mais réalisa finalement que cette théorie était plus que limitée. Dans une telle zone rurale, quelqu'un, quelque part, aurait forcément vu ces militaires en opération. Cela ne laisse pas beaucoup de pistes. Il reste encore une possibilité qui doit être prise au sérieux.
Des physiciens, travaillant dans des domaines non conventionnels, ont suggéré l'existence de dimensions alternatives ou des univers parallèles. Les physiciens quantiques pensent que des portes peuvent exister entre notre monde et d'autres mondes. On ne considère plus le concept des trous de verre comme l'apanage de la science-fiction. Un physicien et auteur new-yorkais, Michio Kaku, a établi une théorie selon laquelle notre univers serait composé de 11 dimensions, alors que les humains n'en ont à ce jour identifié que 4. Est-ce qu'un trou de verre pourrait ressembler au portail de lumière qui a été vu dans le ranch? Et si de tels portails existent réellement, est-ce qu'ils pourraient permettre à des êtres venant de l'autre côté de voyager pour venir dans notre monde? Aussi farfelu que cela puisse sembler, d'importants scientifiques pensent que les trous de verre et les dimensions alternatives sont parfaitement cohérents avec les lois connues de la physique. S'il en était ainsi, il n'y a pas un grand saut à faire pour imaginer que les ovnis, les aliens, les créatures telles que Bigfoot ou d'autres encore, voire même des esprits ou des fantômes puissent aller et venir sans n'être jamais détectés par des humains déconcertés et perplexes. Les aliens peuvent être parmi nous maintenant, dit Kaku, ici, dans une autre dimension, à 1 millimètre de notre propre monde. Il faut l'admettre, tout cela semble tiré par les cheveux. Mais si quelqu'un a une autre explication, qu'il se fasse entendre. Pour conclure, que pensez-vous de ça, grosse mascarade ou réalité? Je suis partagé. Pour ceux qui connaissent ce cas, avez-vous plus de détails sur la véracité de cet article? Article proposé par Monster1T.